Bonjour Romain Genticou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes grand reporter pour le magazine Télérama, pour lequel vous couvrez notamment les luttes sociales et politiques. Et vous venez de publier ce livre, Terre de lutte, qui parle des mobilisations en France et que vous allez nous présenter aujourd'hui. Avec plaisir. Pour cette enquête, vous êtes donc rendu dans 7 territoires. Vous avez rencontré les acteurs, les militants de terrain qui se mobilisent. Ces 500 pages d'enquête, ça a représenté quoi comme somme de travail pour vous? Ça représente à peu près 1 an de travail que j'ai effectué du coup en marge de mon emploi à Télérama. En fait, ce livre, il est né d'un article que j'avais réalisé pour Télérama sur l'histoire des luttes politiques et sociales à Nantes. Et mon éditrice aux éditions du Seuil, Mireille Paolini, m'a en gros proposé de faire un peu cet historique, mais pour plusieurs régions en France. Et l'idée, ça a été d'identifier des territoires où il existait une spécificité dans l'histoire politique locale qui permettait de tirer un fil jusqu'à aujourd'hui sur une thématique particulière. Donc le premier travail, ça a été d'identifier ces territoires où une thématique de mobilisation avait particulièrement mobilisé les militants et les militantes, grosso modo depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, évidemment, une partie de terrain pour aller à leur rencontre, puis une partie écriture. Votre livre, il s'ouvre sur une lutte assez peu connue au Pays Basque. C'est la lutte des militants contre la spéculation immobilière. Et pour que les habitants puissent vivre et travailler au pays, qu'est-ce que c'est que cette lutte et pourquoi cette lutte en particulier vous a intéressé? Alors déjà, moi je suis originaire du Pays Basque, donc c'est un territoire que je connais bien. En fait, pour comprendre pourquoi la question immobilière mobilise particulièrement au Pays Basque, il faut avoir en tête 2 choses qui sont un peu 2 spécificités dans l'histoire de ce territoire. C'est que la maison, qu'on appelle Lecce, en langue basque, c'est Lecce, c'est la maison, a pendant très longtemps été centrale dans l'organisation sociale de la vie au Pays Basque. Les familles vivaient ensemble sous le même toit, plusieurs générations sous le même toit, et jusqu'à la Révolution française, la gestion de la terre au Pays Basque était indivisible, c'est-à-dire qu'elle était collective. Il n'y avait pas de propriété privée sur la terre, sur le foncier. Et ça a changé avec la Révolution française. Ce qui fait qu'il y a l'habitat a une centralité au Pays Basque qui est assez singulière. Et la question de la spéculation est arrivée évidemment avec l'urbanisation de la côte basque et le développement du tourisme au début du XXe siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, elle s'est aggravée avec l'arrivée des résidences secondaires, des logements locatifs à courte durée comme Airbnb, etc. Et du coup, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, différentes générations de militants et de militantes se sont mobilisées pour leur droit de vivre au Pays Basque au fur et à mesure que le prix du locatif, le prix du foncier augmentait. Dans les années 70, ça a pu prendre une forme particulièrement violente qui était celle de la lutte armée. Au moment où il y avait la lutte pour l'indépendantisme du Pays Basque, la question du logement était prépondérante dans cette lutte. Elle n'était pas la seule, il y avait une lutte pour le travail, pour la culture, pour la langue, mais la question de pouvoir vivre au Pays Basque pour les classes populaires et moyennes du Pays Basque était centrale dans cette lutte. Et aujourd'hui, depuis la pandémie, elle a repris énormément de place et elle est aujourd'hui le logement, c'est aujourd'hui le sujet numéro 1 au Pays Basque. Et ça s'est même aggravé avec l'arrivée de Airbnb. Oui, disons que Airbnb est une question marginale par rapport à la question plus générale du logement, de la spéculation, des résidences secondaires, mais elle prend de plus en plus de place et surtout c'est vraiment de la spéculation immédiate, c'est-à-dire que les propriétaires qui achètent un bien uniquement pour le mettre en location à courte durée rentabilisent immédiatement leur bien. On est vraiment là sur un enrichissement immédiat et ça mobilise beaucoup les générations, les nouvelles générations au Pays Basque
qui n'arrivent pas à trouver de logement, qui sont obligés de se replier à l'intérieur. Par exemple, pour ceux qui vivent sur la côte basque, qui sont obligés de se replier à l'intérieur du Pays Basque, dans les campagnes, mais même dans les campagnes, les prix augmentent. Là aussi, on trouve des résidences secondaires, là aussi, on trouve des résidences locatives, Airbnb, etc. Donc le problème n'est pas que sur la côte et s'étend vraiment aussi à l'intérieur de la région. Et comment elles se matérialisent, ces luttes contre la spéculation immobilière ? Donc comme je le disais, dans les années 70, elle était un des sujets majeurs dans la lutte armée. Donc au Pays Basque français, au Pays Basque on dit le Pays Basque Nord qui est du côté français, le Pays Basque Sud qui est du côté espagnol. Donc côté espagnol il y avait ETA et côté français il y avait un groupe qui s'appelait Ipar-Etarak qui a décidé de prendre les armes contre l'État français et contre les forces capitalistes au Pays Basque. Donc déposer des bombes devant les préfectures, devant les hôtels de luxe, devant des résidences secondaires, pour entrer dans un rapport de force avec l'État. La lutte armée s'est arrêtée à peu près au début des années 90, et à ce moment-là s'est enclenché un mouvement pacifique et politique qui s'appelle le mouvement Abertzale. Alors Abertzale, ça veut dire patriotique en basque, c'est un mouvement patriote, où des partis et des associations basques se sont organisés pour porter, y compris au niveau électoral, donc dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, la question du logement. Et donc c'est à ce moment-là que vraiment ils ont réussi à imposer à la droite qui refusait de voir le problème et à la gauche qui était jugée trop laxiste sur ces questions-là, le sujet du logement comme une des priorités au Pays Basque. Et aujourd'hui, avec le Covid, la spéculation qui a explosé, le nombre de gens qui sont venus acheter une résidence secondaire au Pays Basque ou alors quelque chose pour télétravailler puis qui repartent à Bordeaux, à Paris ou autre, encore une nouvelle génération de militants et militantes se mobilisent sur ces enjeux-là. Et la question de la violence revient un peu parce que la situation est pire qu'elle l'était il y a 50 ans. Et du coup, beaucoup de gens ont peur que la lutte armée redémarre. La différence, c'est que les jeunes d'aujourd'hui savent très bien la répression qui a été déployée contre les militants basques qui sont restés pendant des années en prison. Certains y sont encore. Donc on n'en est pas du tout encore là. Alors comment avez-vous choisi et sélectionné les autres territoires dont vous parlez dans votre livre ? Alors, l'intérêt pour moi, c'était vraiment de trouver des spécificités, c'est-à-dire locales, donc des territoires qui avaient une couleur politique particulière, qui s'étaient mobilisés sur un enjeu particulier dont l'histoire locale avait une singularité. Donc par exemple, je consacre un chapitre aux luttes de la terre en Loire-Atlantique, donc les luttes paysannes et les luttes écologistes, parce qu'il existe là-bas un historique de contestation du modèle agricole productiviste depuis les années 60, mai 68, la première occupation d'usine a lieu à Nantes, et il y a une alliance assez intéressante entre paysans, ouvriers, étudiants, et va naître un peu de ce moment-là le premier mouvement d'opposition à la FNSEA, qui est le mouvement des paysans travailleurs. Et cette contestation, elle va se poursuivre évidemment avec la ZAD et d'autres mouvements aujourd'hui. Il y en a d'autres qui étaient assez évidents, comme par exemple la lutte contre les violences policières en banlieue parisienne, où vraiment là, il y a une spécificité dans la gestion par l'État de ces territoires, et donc un historique de mobilisation des populations sur l'enjeu de la police, même si c'est pas évidemment le seul enjeu qui mobilise les habitants des quartiers populaires. Et puis d'autres qui étaient peut-être moins évidents, comme par exemple les luttes féministes à Grenoble, où là, j'avais plutôt envie vraiment qu'il y ait un chapitre consacré au mouvement féministe, et disons qu'il est moins évident de dire « Ah bah oui, la capitale du féminisme en France, c'est tel endroit ou tel endroit ». Donc j'ai cherché plutôt un territoire qui avait une singularité qui était peut-être méconnue, et Grenoble
je l'ai choisi parce que c'est c'est là qu'a ouvert le premier centre du planning familial en France en 1961. Le planning a été été créé à Paris comme association, mais le centre pour accueillir du public, le premier a ouvert à Grenoble, complètement en opposition à la direction du planning parisien qui refusait d'ouvrir un centre illégal parce que ça mettait en danger l'association, etc. Donc il y a un historique de désobéissance dans les luttes féministes à Grenoble que j'ai trouvé particulièrement intéressant et qu'on voit se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de trouver des fils à tirer des années 60 jusqu'à aujourd'hui et vraiment qui se poursuivent encore de manière contemporaine. Et justement, on a l'impression que quand on vous lit que les territoires ont une mémoire des luttes passées et que cette mémoire, elle est aussi mobilisée dans les luttes actuelles. Elle est très souvent mobilisée. Disons que le passage de la mémoire n'est pas évident. C'est vraiment un travail. Parfois, il n'y a pas forcément de relais qui se fait. Donc, c'est vraiment un travail de faire passer cette mémoire des luttes aux nouvelles générations. D'ailleurs, ce qui m'a intéressé, c'est de voir aussi l'évolution sur un même sujet entre les générations de militants et militantes qui se renouvelaient. Ça se fait pas toujours de manière très naturelle. Il y a souvent des dissensions, des désaccords. Mais ce qu'on voit, c'est que notamment pour les luttes qui ont été victorieuses, comme je pense par exemple à la lutte contre les centrales nucléaires en Bretagne, avec notamment la lutte de Plogoff dans le Finistère, ou la lutte de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique, c'est que les luttes victorieuses, aujourd'hui on s'en saisit toujours, quoi. En Bretagne, Plogoff c'est devenu vraiment un symbole de la résistance de la Bretagne à l'État central français, et les Bretons et les Bretonnes font référence à Plogoff un peu importe le sujet de la lutte. Et on voit qu'aujourd'hui, par exemple, des groupes qui luttent contre des parcs éoliens en Bretagne, ce qui semble un peu antinomique avec la lutte contre le nucléaire, font appel aussi à la mémoire de Plogoff pour dire, voilà, la Bretagne ne va pas se laisser faire. Il y a un des acteurs que vous avez rencontré qui dit pour gagner ces luttes, on est obligé de sortir des clous, on n'a pas le choix. La radicalité et l'opposition frontale à l'État aujourd'hui, elle est indispensable hier comme aujourd'hui pour gagner. Alors oui, déjà il faut souligner que la radicalité a toujours été là. On entend beaucoup parler de radicalisation des militants, des militantes aujourd'hui. La radicalité, la question de la violence même, de l'action directe, etc., elle a toujours été présente dans les luttes. Et je dirais même qu'elle s'imposait de manière un peu plus automatique autrefois, dans les années 60 et 70 jusqu'aux années 80, plus qu'aujourd'hui. En réalité, quand on parle de radicalisation des mouvements, par exemple écologistes ou féministes, c'est que l'idéal qui était défendu dans les années 60 et 70, si on prend l'idéal des militants écologistes, par exemple, il n'est pas très différent de l'idéal qui est défendu aujourd'hui par des mouvements comme les soulèvements de la terre, par exemple. En réalité, ce qui a changé, c'est qu'on s'est éloigné de cet idéal au fur et à mesure des réformes néolibérales, de la destruction de l'État social, etc. On s'en est de plus en plus éloigné. Donc effectivement, le changement qui est requis pour arriver à cet idéal est de plus en plus grand et donc de plus en plus radical. Donc ça, c'est une réalité. En revanche, dans les méthodes d'action, etc., ce que beaucoup de militants et militantes des années 60-70 disent, c'est que certaines choses qu'ils faisaient à l'époque, ils ne pourraient jamais les refaire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une phrase qui est revenue souvent et qu'on retrouve dans le livre, c'est qu'ils disent on ne pourrait jamais faire aujourd'hui, avec la répression policière et judiciaire qui s'est énormément accentuée contre les mouvements sociaux, contre le militantisme. C'est impensable aujourd'hui. D'une certaine façon, l'État s'est aussi radicalisé face aux luttes, face aux mobilisations. Oui, en fait, ça, je pense que c'est un pas de côté qui est nécessaire pour comprendre cette question de la radicalité. Quand on me demande est-ce que voilà, les jeunes sont plus radicaux parce qu'ils n'arrivent pas à déclencher un changement pour stopper, par exemple, le changement climatique ou autre, en fait, on peut très bien arguer que
que ce sont les forces économiques capitalistes et les forces répressives de l'État qui les protègent, qui se sont radicalisées depuis les années 70. Parce qu'en réalité, les mouvements sociaux, eux, défendent, évidemment il y a eu des évolutions, mais défendent à peu près le même idéal souvent, avec des méthodes qui sont de moins en moins dangereuses pour l'État ou la police, parce que l'arsenal policier s'est développé, a été militarisé, etc. Donc on peut très bien prendre le point de vue inverse, en fait, qui est que ce sont les adversaires de ces mouvements sociaux et politiques qui se sont radicalisés et qui, du coup, donnent l'impression que le changement nécessaire, il est immense et donc il est forcément hyper radical. Il y a quelque chose qui ressort aussi beaucoup des récits, c'est la question de la relégation. L'idée qu'il y aurait des citoyens de seconde zone, qu'il y aurait des marginaux, qu'il y aurait des indésirables, qu'on parle des zadistes ou qu'on parle des jeunes des banlieues justement qui subissent les violences policières. Ce fait d'être placé à la marge, c'est aussi quelque chose qui est un ferment des luttes. Oui, le livre, disons qu'il y a plusieurs lectures possibles. Il y a à chaque fois un rapport particulier au territoire, avec des régions où il y a un attachement très fort au Pays Basque, en Bretagne, en Guadeloupe. Mais il y a évidemment la question des inégalités, en fait, des droits. Effectivement, quand on regarde les luttes contre les violences policières, par exemple, en banlieue, il y a cette idée que quand un jeune est tué par la police en banlieue et qu'il n'y a absolument aucune enquête, qu'il ne se passe rien, que la justice n'est pas rendue, il y a ce sentiment d'être effectivement un citoyen de seconde zone, de ne pas avoir droit à la justice comme les autres. On trouve la même chose avec beaucoup de mobilisation en Guadeloupe, où là il y a une histoire évidemment particulière qui est l'histoire coloniale française, où finalement en Guadeloupe on n'a pas du tout les mêmes droits qu'en métropole par exemple, et que donc on a le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Un exemple très parlant, c'est celui du chlordécone, qui est ce pesticide qui était utilisé dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe. En gros, dans les années 70, on a vu, il y a eu des études qui démontraient que c'était cancérigène, qu'il y avait des risques importants pour la santé. Il a été interdit aux États-Unis, il a été interdit en France, et les exploitants de bananeraies, qui sont souvent des descendants des esclavagistes aux Antilles, ont demandé à l'État français de pouvoir continuer à pulvériser du chlordécone sur les bananes, et l'État français a accepté, a donné une dérogation, donc a fait vraiment une séparation entre les Français de métropole et les Français des Antilles, en disant oui, là-bas c'est bon, vous pouvez continuer. Et aujourd'hui on a 99% de la population des Antilles qui est contaminée au chlordécone. Donc là il y a effectivement ce sentiment de ne pas être, déjà d'avoir été obligé de devenir français par la colonisation, mais de ne pas du tout profiter des mêmes droits que les Français. Alors justement, je voulais aborder la question de la Guadeloupe avec vous. Vous terminez votre livre sur ce territoire, sur lequel vous avez énormément enquêté, hein, ça se sent. Il y a énormément de rencontres avec les acteurs militants d'hier, d'aujourd'hui, et il est beaucoup question de l'identité justement guadeloupéenne et comment elle est au cœur des luttes qui sont menées depuis 40, 50 ans, 60 ans, si on remonte même à 67, à mai 67. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce chapitre important de votre livre ? Oui, c'est un chapitre auquel je suis très attaché parce que c'est un de ceux sur lesquels j'ai dû le plus travailler parce que j'avais peu d'expérience. J'étais jamais allé en Guadeloupe, j'avais pas travaillé vraiment sur ce territoire. Je connaissais évidemment l'histoire coloniale, esclavagiste, mais j'ai vraiment dû démarrer de zéro en allant évidemment me renseigner sur l'histoire, chercher les personnes qui s'étaient mobilisées depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, et en fait prendre l'angle des luttes anticolonialistes, qui est celui que j'ai pris en Guadeloupe, permet d'aborder une diversité de sujets qui est immense et qui donne du coup une richesse à ce chapitre que je trouve
particulière par rapport à d'autres, comme par exemple les luttes contre l'extrême droite à Lyon, où vraiment là il est sujet de l'extrême droite du début à la fin. Là, en Guadeloupe, prendre la question coloniale permet d'aborder finalement toutes les conséquences qu'a eu la colonisation sur ces populations, qui sont des conséquences politiques, économiques, sociales, agricoles, sanitaires, on vient de le dire avec le chlordécone, mais effectivement culturelles, identitaires, puisque le créole était interdit à l'école, on a obligé les enfants à parler français, etc. Les musiques traditionnelles étaient reléguées, étaient considérées comme une sous-culture. Donc toute la question de l'identité est très importante et elle se mêle finalement aux questions sociales dans beaucoup de mobilisations, notamment dans la grève générale de 2009. On a beaucoup dit que le mouvement de grève générale de 2009 était un mouvement contre la vie chère. C'est seulement en partie vrai, parce que c'était une seule partie des revendications. Le mouvement qui était donc dit contre la profitation, qui est l'exploitation outrancière, à la fois par le capitalisme, mais aussi par le colonialisme des Antilles, évoquait beaucoup d'autres sujets, l'éducation, la culture, l'agriculture, etc., et pas uniquement l'inflation et les prix chers pour s'alimenter, par exemple. Et du coup, par rapport à ce mouvement de 2009, qui dépassait justement, comme vous le disiez, la question de la seule vie chère, il y avait aussi dans les revendications qui étaient portées une dimension qui touchait à l'histoire néocoloniale de la France en Guadeloupe. C'est-à-dire il y avait toute une dimension réparation, notamment par rapport à la répression et notamment par rapport à mai 67 et aussi l'abolition de l'esclavage. Oui, la question de la mémoire et de la réparation est très importante dans ces luttes. Effectivement, elle s'intéresse à plusieurs aspects. Donc en mai 67, en Guadeloupe, il y a une grève ouvrière et le mouvement est réprimé par l'armée française et il y a de nombreux morts. Vraiment, l'armée tire dans les rues sur la population et on ne saura jamais le nombre de morts exact de cette répression. Et ça reste une cicatrice pour beaucoup de Guadeloupéens, Guadeloupéennes qui ont connu ces événements. Et ces événements de mai 67, ils ont été fondateurs pour de nombreux militants et militantes que j'ai rencontrés dans mon livre. La question des réparations, elle s'intéresse évidemment notamment à la période esclavagiste. Une fois qu'on a fait le constat de dire que l'exploitation du territoire guadeloupéen et des populations guadeloupéennes par la France a permis d'enrichir la France tout en appauvrissant ces populations, les maintenant dans un état de domination. S'impose la question de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puisque les conséquences se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser ce déséquilibre? Et donc, des militants et militantes s'intéressent à la fois aux solutions qui peuvent être des solutions politiques, économiques, culturelles, mémorielles. Il y a eu la création d'un musée, par exemple, de l'esclavage en Guadeloupe. Les pistes sont assez différentes. Il y a des choses qui sont faites, qui commencent à être faites à l'étranger, aux Pays-Bas notamment. Pour donner un exemple, parce que évidemment il y a d'autres anciennes colonies dans la Caraïbe notamment qui font aussi ce travail de demande de réparation, mais pour l'instant pour la France il y a absolument rien qui est mis en place et donc la mobilisation s'organise en lien avec d'autres territoires comme la Martinique par exemple pour forcer l'État à la fois reconnaître ces crimes, mais aussi réparer ces crimes et être puni pour ces crimes. Merci beaucoup Romain Genticou pour cette restitution de votre livre Terre de lutte. Merci à vous. Ça donne envie de le relire. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.